Le débat africain, Alain Foucault. Malgré les embûches auxquelles elles sont quotidiennement confrontées du fait de leur genre, elles sont le moteur de l'économie africaine. Et elles en ont assez que l'on parle d'elles seulement en termes de souffrance ou de débrouillardise. Elles sont des chefs d'entreprise, des patrons d'industrie. Ce sont les femmes leaders qui veulent être perçues telles qu'elles sont, modernes, sans complaisance et sans complexe, résolument tournées vers l'avenir. Et pas seulement sous le prisme traditionnel des mères qui survivent dans un environnement hostile. Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain consacré ce dimanche à Bamako, la capitale malienne, au leadership féminin. Suite au notre tour d'Afrique du leadership féminin. Avec sur ce plateau plusieurs figures de la femme au Mali. D'abord, Madame Koumbaba, communicante sur les questions genre, spécifiquement des droits des femmes et de la jeune fille. Ancienne chargée de communication auprès des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation de la femme. ONU Femmes Mali. Bonjour Madame Koumbaba. Bonjour Monsieur Foucault. Merci d'être là. Second invité de ce plateau du débat africain spécial leadership féminin au Mali, Madame Touré Aïssata Koulibaly, chef d'entreprise de la société Multichem, qui est spécialisée dans l'import-export des fleurs, les fruits et légumes. Elle est présidente de l'Association des femmes chefs d'entreprise du Mali, l'AFSEM, et présidente du réseau des femmes opératrices économiques du Mali. Elle a beaucoup de casquettes, on ne va pas toutes les citer ici, mais elle est particulièrement active, puisqu'elle est aussi présidente sous-régionale du réseau des femmes opératrices économiques de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Bonjour Madame Aïssata Touré Koulibaly. Bonjour, M. Foucault. Je rappelle que vous êtes aussi commissaire, coordinateur de la sous-commission genre à la commission Vérité, Justice et Réconciliation du Mali, une unité importante. Troisième invité de ce plateau, Maï Niaré, vice-présidente de Reliefs, le réseau international des femmes leaders. Elle est directrice de l'entreprise Yes, qui est dans la communication, les relations publiques et les stratégies. Bonjour Madame Maï Niaré. Bonjour M. Foucault. Notre quatrième invitée est Madame Aïssata Amadou Bokom, coordinatrice de l'association Citoyenneté L. Bonjour Madame Aïssata Amadou Bokom. C'est quoi Citoyenneté L? C'est un cadre d'échange et d'action pour l'égalité des sexes au Mali. Bien. Vous êtes toutes sur la même idée. Lorsque je travaillais sur ce sujet, on dit l'image veut que la femme malienne soit malmenée par le code de la famille et qu'elle est totalement bridée par le poids des traditions et de l'islam. C'est une réalité ou un cliché? Est-ce que vous vous sentez bridée, mesdames? Est-ce que vous avez le sentiment que la tradition vous écrase? Je pense que c'est un cliché. On ne peut pas généraliser, mais dire aussi que nous n'avons pas de problème, je pense que ça aussi, ce ne serait pas proche de la réalité. Effectivement, la société, je ne veux pas dire traditionnelle, je dirais plutôt la société moderne, africaine, a beaucoup de problèmes par rapport à l'épanouissement de la femme et de la jeune fille. La femme que je suis n'est pas tout le temps vue comme l'égal et le complément direct de l'homme. Et ceci pose problème. On n'a pas souvent de contradiction ou d'opposition avec la femme mère. La femme mère est vénérée, la femme mère est protégée, la femme mère est écoutée, elle est respectée. Mais le problème arrive avec la femme épouse. La dynamique de relation homme-femme est complètement différente quand il s'agit de la sœur, de la fille, de la mère ou de l'épouse. On commence à la respecter quand elle a déjà un certain âge, avec beaucoup d'enfants. Mais quand elle entre dans le mariage... On commence à la respecter quand elle est même jeune, parce que quand on voit par exemple dans une famille, la lagarée, peut-être c'est un autre type de respect, c'est la protection du grand frère vers la petite fille, c'est la protection du balmaquet vers la balmamousso qui est supposée te donner ton trousseau pour ta femme, parce que c'est les femmes maliennes qui font épouser la femme du frère. Donc, il y a une autre relation. Mais la femme épouse est vue comme celle qui doit être éternellement soumise. Celle qui... Par les hommes ou par les femmes aussi? Par les hommes et par la famille féminine de l'homme. La belle famille aussi, mais je ne dirais pas que. Mais bon, ça n'est pas qu'en Afrique. Je ne dirais pas que. Ce n'est pas qu'en Afrique, parce que chez nous aussi... On voit que depuis le bas âge, peut-être mes sœurs et ma tata pourront compléter, on voit que depuis le bas âge déjà, quand le jeune garçon va à l'école et quand la jeune fille va à l'école, la formation familiale est complètement différente. Et à la jeune fille, on dit souvent, ah ça c'est pour préparer ton trousseau. Ça, c'est pour que tu puisses être surtout une femme épouse. Surtout que dans cette tradition, la question du mariage semble très, très importante, la préparation du trousseau, etc. Je voyais Mme Koulibaly qui réagissait. Bon, moi, je pense que les points de vue peuvent diverger dans ce sens. Moi, particulièrement, je suis issue d'une famille... ma maman
catholique, mon père musulman, quoique au fil du temps, ma maman s'est convertie. S'est convertie de son plein gré À l'islam. Voilà, ça, il faut bien le souligner. Donc, moi, j'ai eu la chance de profiter des deux éducations. Et je me souviendrai toujours de ce que notre maman nous disait. À ses filles, votre premier mari, c'est votre travail. Donc, Mais ce n'est pas la majorité. Hein? C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, je ne peux prendre que mon temps. Ce n'est pas la majorité. Mais, en tout cas, moi, j'ai vécu dans cet environnement-là. Dans cet environnement. C'est-à-dire que le premier mari, c'est le travail. Exactement. Peut-être que cela est dû au fait que mes deux parents étaient des gens quand même... Plutôt ouverts. Ouverts et cultivés, si je peux me permettre l'expression. Parce que ce n'était pas très commun. Exactement. Et ils ont donné la chance à leurs enfants de pouvoir s'épanouir. Oui, mais là, elle parle de majorité. Hein? Elle parle de majorité. Exactement. Hein? La majorité, effectivement, j'en viens parce que je viens de la région de Gao. Donc, c'était exceptionnel. Dans le nord du Mali. Dans le nord du Mali, c'était exceptionnel. Donc, on prenait cette famille-là, entre guillemets, comme des toubabs. Des blancs. Des blancs. Parce que la plupart de nos amis vivaient le contraire chez eux. Oui. C'est-à-dire que la valeur importante, c'est généralement le mariage. Ici. Exactement. Hein? Exactement. C'est-à-dire une femme doit se marier, c'est bien ça. Voilà, une femme doit se marier, ça c'est en Afrique. Ça c'est vraiment typiquement... Croyez-moi, en Afrique centrale, de moins en moins. Hein? Au Mali, ça c'est clair, il faut que la femme ait son mari. Et en général, on ne demande même pas. Non, pourvu qu'elle se marie, pourvu qu'elle parte. Maintenant, le reste, ça importe peu. Mais alors, lorsqu'on décrit ça comme ça, est-ce que c'est installé par les hommes? Est-ce que ça n'est pas une question de tradition? Parce qu'on a le sentiment que sur ce point-là, celles qui sont même plus tyranniques, ce sont les femmes. Bien sûr que c'est la tradition. C'est la tradition qui nous les impose. C'est la tradition qui vous l'impose. Est-ce que vous le vivez, vous qui êtes ici, en ville, au Mali, qui êtes à Bamako? Est-ce que vous ressentez le même poids vis-à-vis de vous qui êtes la femme? Que ce qui est le plus important, c'est que vous ayez un mari. Oui, en fait, c'est... Comme elle a dit, c'est en fait une question de tradition. C'est la tradition qui l'a imposée et toutes les personnes qui sont là aujourd'hui pensent que voilà, c'est une habitude qui est là et qu'il faut toujours perpétrer. Il faut toujours que ça continue ça a commencé depuis nos grandes-mères et depuis nos aïeux jusqu'à nous en fait. Et donc nous sommes confrontés à cela parce que tout simplement nos parents pensent que c'est ce qui est normal. Donc, vous voyez que c'est une question de tradition. Elle a parlé de quelque chose, ça c'est vraiment rare. Et vous savez, le Mali c'est un pays où tout le monde n'est pas alphabétisé en fait. Et il se trouve que c'est vrai que dans les familles cultivées, voilà, le premier mari de la femme, c'est vraiment son travail. Mais est-ce que c'est de plus en plus le cas aujourd'hui? Vous qui êtes là, qui êtes d'horizons divers, est-ce qu'aujourd'hui, Madame Niaré, vous avez le sentiment que les femmes se sont un peu, on va dire, libérées de cet esprit qui veut qu'elles pensent d'abord au mariage avant toute chose? Merci beaucoup pour la question, M. Foucault, mais ce sera difficile de généraliser. Parce que les femmes qui vivent dans les milieux périphériques, dans les localités, ne subissent pas exactement les mêmes choses, les mêmes contraintes que les femmes qui vivent, par exemple, dans la capitale malienne. Alors, vous verrez que pour deux enfants qui vont à l'école, un garçon et une fille, au bout d'un certain temps, peut-être compte tenu de la distance, compte tenu des aléas, parce que toute l'organisation familiale repose sur la femme dans notre société. Et à cause de ça, à un certain niveau, la maman a tendance à retirer sa fille de l'école. La maman? La maman. Non, la maman, parce qu'elle a trop de choses à faire à la maison. Il y a des travaux ménagers, il y a des travaux champêtres, il y a l'éducation des autres enfants. Donc si elle a une première fille, elle se fait aider par la suite par sa fille. C'est pour cela que les garçons ont plus accès, je trouve, à l'éducation que les filles. Est-ce qu'elle sacrifie la vie ou bien elle se dit ce n'est pas le plus important qu'elle aille à l'école? Oui, non, elle ne sacrifie pas du tout. C'est qu'elle-même, elle n'a pas été à l'école. Et elle n'a pas les mêmes référentiels que nous autres. Et les dames seront surpris. Mais moi, je pense que cette tradition est beaucoup plus conservée aujourd'hui par les dames elles-mêmes que par les messieurs. Parce que, pourquoi? L'organisation de la famille et l'éducation des enfants reposent sur l'épaule de la maman. Parce que le papa, finalement, il est toujours parti, il n'est pas tout le temps à la maison, il est occupé. Quand il n'a pas plusieurs femmes. Voilà, nous avons tellement formaté, la société a tellement formaté la femme, que même celles qui pensent un peu changer un peu les conditions de vie des dames sont un peu mal vues. On nous prend pour des femmes trop libres, trop libérées, trop libéralistes. Même quand on divorce dans notre société, c'est un problème parce que ça veut dire que vous n'êtes
vous ne pouvez pas rester... Oui, donc il y a beaucoup de choses qui reposent tellement sur les épaules des dames elles-mêmes qu'elles deviennent garantes du fait de perpétuer cette tradition, sans s'en rendre compte. Parce qu'au démarrage, elles-mêmes, elles n'ont pas été à l'école, donc elles ne voient pas l'opportunité d'y aller. Mais vous qui êtes en ville, est-ce que ça change? Est-ce que, entre vous qui parlez, est-ce que les femmes que vous rencontrez changent un peu ce paradigme-là? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que les choses sont en train d'évoluer? Oui, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Je dirais que dans nos conversations, je déplore souvent le recul du féminisme. Parce que moi, je pense que ce que nous avons vu avec la génération de nos tatas, nous ne sommes pas en train, en tout cas, moi personnellement... Tata, c'est Aïssata. Oui, donc je ne pense pas qu'on est en train de le recevoir de la génération de nos filles. Très peu de nos filles, en tout cas sur Bamako et dans les capitales de l'Afrique de l'Ouest que j'observe, et même un petit peu même dans le milieu rural, ne sont pas sur cette lancée d'égalité homme-femme. Et elles sont beaucoup plus... je ne sais pas si c'est à cause aussi de la pression, de la compréhension de la religion musulmane, mais je le sens beaucoup moins d'engouement ou de prise de décision et d'élever la voix et de se faire entendre. Je le sens beaucoup moins avec mes filles. Elles sont plus soumises, vous voulez dire? Elles sont beaucoup plus soumises, elles sont beaucoup plus en perpétuel, en train d'étouffer leur désir, en train d'étouffer leurs paroles, leur ambition. Et ça ne parle pas en public, ça ne parle pas de son désir intérieur. Il faut vraiment que tu pousses, que tu sois vraiment à l'aise pour lui dire. Mais je voudrais quand même revenir par rapport à... Vous allez réagir dans un instant. Oui. On va revenir à vous tout de suite parce que je vois... Je suis comme Aïssata, parce que moi aussi j'ai eu l'opportunité d'être élevée par des parents qui ont fait des études supérieures et les deux étaient à l'étranger. Et je suis même née à l'étranger de parents étudiants. Mais cependant, mon féminisme, je le tiens beaucoup plus à mon père qu'à ma mère. Malgré qu'elle soit allée à l'école, elle est toujours restée cette souniquée, toujours restée, oui, ton premier diplôme, c'est ton premier mari, c'est ton diplôme. Ça m'a été dit jusqu'à ce que j'ai eu mon bachelor. Quand j'ai eu mon bachelor, alors, c'est quand le mariage. Et ça a été un perpétuel rappel tous les jours, jusqu'à ce qu'elle me dise, j'ai rêvé, si tu ne prends pas ce copain que tu es là aujourd'hui, j'ai rêvé que tu ne vas plus jamais te marier. Donc il y a beaucoup de pression, et même au niveau de la façon dont on a été élevé. Je vais dire peut-être cette anecdote très rapidement. Mon petit frère qui me suit direct, il y a 4 ans de différence entre nous, donc j'ai eu à l'accueillir presque 5. J'ai eu à l'accueillir aux États-Unis quand il était allé pour ses études. Et une fois, j'étais en retard pour mes recherches, et je l'ai appelé, j'ai dit, ok, tu me cherches de l'ail, je vais rapidement faire un steak quand je vais venir. Et quand je suis venue, il a dit, bon, ne te fâche pas, me connaissant, mais vraiment, entre ces deux produits, lequel est l'ail? Parce qu'il ne savait pas. 18 ans, élevé dans la même concession, c'est à ce moment-là que j'ai compris que pendant toutes ces 18 années, il n'a jamais approché la cuisine. C'était le roi dans la maison, quoi. Non, c'était pas que le roi, mais c'est comme ça qu'ils ont été élevés. Tout à fait. Alors, là, on va revenir à Aïssata qui fulminait tout à l'heure. Je suis complètement d'accord avec ma marraine par rapport au féminisme. En fait, on peut dire, comme elle a dit, il y a des défis auxquels notre génération aujourd'hui est confrontée. Mais de là à dire qu'on n'est pas vraiment, on n'est pas engagé et que vous êtes plus soumise, vous laissez faire. Nous sommes plus soumises. Je pense que non, c'est pas ça. C'est parce qu'il y a beaucoup plus de pression et il y a beaucoup plus de défis. Parce que notre génération est confrontée aux réseaux sociaux, au poids des réseaux sociaux. Parce qu'en plus de la tradition aussi, vous avez les réseaux sociaux où tout le monde est libre de dire ce qu'il veut. Et aussi, nous avons aussi des filles qui sont entre vie associative, vie professionnelle, vie encore dans le foyer. Le défi est très énorme. Mais vraiment, moi, je suis même très fière vraiment de l'engagement de ces jeunes filles, de mes pères là. Oui, mais elle a le sentiment qu'on ne vous voit pas vous battre. De défis. Je pense qu'on se bat beaucoup. Et ça, quand vous partez même dans les associations aujourd'hui, vous allez voir qu'aujourd'hui, le féminisme a pris beaucoup d'ampleur parce qu'il y a beaucoup de... Même si vous partez sur les réseaux sociaux aujourd'hui, dans nos discussions dans les grains, vous allez voir que le terme qui fait beaucoup plus, qui est toujours là, c'est vraiment le thème du féminisme. Et vous allez voir que nous sommes en train de nous battre contre ces clichés-là qui disent que la femme, sa place, c'est seulement au foyer. Voilà, dans un foyer. Vous allez retrouver des femmes qui sont chefs d'entreprise aujourd'hui, avec l'entrepreneuriat, des femmes qui sont en fait présidentes d'organisations féminines ou même d'organisations seulement de protection de l'environnement ou autre chose, des femmes qui font tout pour en fait élever la voix des femmes
pour montrer au monde que ces clichés-là, comme vous l'avez dit, la femme traditionnelle qui est toujours là juste pour porter le bébé, ce n'est pas ça la femme. C'est que la femme, surtout africaine, c'est aussi cette femme-là qui peut aller de l'avant et qui peut avoir sa place, que ce soit dans les institutions publiques, que ce soit dans les entreprises. Lorsqu'on vous écoute, on a le sentiment, parce qu'ailleurs, ça lutte seulement contre les hommes, généralement contre les hommes qui sont machos, qui ne veulent pas laisser la femme libre, qui ne veulent pas passer aussi à la cuisine, qui ne veulent pas aider. Mais lorsqu'on vous écoute, on a le sentiment que le plus gros poids vient souvent des femmes elles-mêmes. Hein? Je me trompe, Madame Niaré? Si. Le plus gros vient, ça vient des femmes, c'est normal, parce que la société malienne, dans notre cas, express, le monsieur, il est tout le temps parti, pratiquement. Et en plus, il y a plusieurs familles. Prenez un monsieur qui a 4 femmes. Comment voulez-vous qu'il soit là pour éduquer les enfants? Il est en train de tourner entre 4 femmes. Il fait 10 jours sans venir dormir chez lui. Donc, oui, mais est-ce qu'ils sont majoritaires aujourd'hui? Parce qu'il y a quand même des clichés, non? Même si c'est une femme, mais c'est la femme qui joue ce relais. Maintenant, ce que nous devons faire en tant que femmes, que je dis tout le temps, c'est d'agir sur nos filles. Parce qu'en éduquant un homme ou un garçon, on éduque une personne. Mais en éduquant une fille, on éduque toute une nation. Si les femmes changent de paradigme, il n'y a aucun moyen, nous allons atteindre notre objectif. Donc votre lutte doit être dans ce sens-là. Notre lutte, c'est un changement de paradigme au niveau des femmes même. Au niveau des femmes d'abord. Pour répondre en fait, à ce que vous disiez, vous savez pourquoi? Parce qu'il y a tout simplement en fait, un manque de solidarité entre les femmes. Et ça a toujours été le cas. Parce que, par exemple, quand nous prenons les femmes candidates, par exemple, quand une femme se porte volontaire par exemple, pour aller au présidentiel, vous allez voir qu'il y a moins en fait, de femmes qui vont la soutenir. Tout de suite, récemment, il y a eu la loi contre les VBG. Notre nouvelle ministre de la promotion de la femme, elle a essayé en fait de porter une loi contre les violences faites aux femmes. Et vous allez voir que voilà, les leaders religieux se sont levés contre elle. Et malheureusement, la femme, je n'ai pas vu moi, par exemple, personnellement, d'engagement féminin autour d'elle, ou en tout cas d'encouragement, une mobilisation autour d'elle pour la soutenir dans ça. Parce que tout simplement, à un moment donné, les femmes pensent que c'est tout simplement normal pour les hommes en fait d'exceller, mais pour les femmes, il y a des limites en fait. Non, moi je ne suis pas d'accord avec cette vision. Parce qu'au fait, la mobilisation des femmes, c'est antérieur. Ce n'est pas postérieur. Avant de présenter la loi, il y a toute une série de visites, de sensibilisation, de mobilisation qu'il faut faire. Une fois que la loi a été placée à la place publique et que les gens il y a eu des tollés pour dénoncer, ce n'est pas en ce moment qu'il faut mobiliser les gens. Il fallait d'abord mobiliser les femmes autour avant, sensibiliser et expliquer pourquoi cette loi n'est pas copie conforme avec ce que les gens sont en train de dénoncer. Moi, je pense que cet exemple-là, il faut passer à un autre parce qu'on risque de passer toute la soirée là-dessus. Changeons plutôt, prenons un autre exemple dans lequel on pourra mieux édifier. Parce que la question de la loi est très compliquée. Non, la loi, non. Surtout, non. Elle n'était pas bonne. Exactement. Je ne suis pas tellement d'accord avec Kumba. Kumba, moi, je pense honnêtement que la nouvelle génération, si je peux me permettre de la nommer ainsi, je pense qu'elles se battent beaucoup. Elles se battent beaucoup plus, en tout cas que nous et vous. Moi, je les vois sur tous les terrains. Et il y a beaucoup de choses qui font qu'elles profitent d'accompagnement. Par exemple, tout ce qui a été mis en place pour le genre. On a vu que cette notion de genre, quand même, que ce soit le gouvernement, que ce soit les partenaires qui sont là, tout le monde en a fait en tout cas une priorité pour accompagner les filles, pour sortir un peu, pour s'élever un peu au-dessus de la mêlée. Et je pense honnêtement que les jeunes filles actuellement, non seulement elles vont à l'école, si on regarde les statistiques aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de filles qui sont scolarisées. Donc, tant que les filles sont scolarisées, nous pensons qu'il y aura des résultats meilleurs. Donc, je pense honnêtement que sur ce pas, il y a vraiment une belle génération qui est en train de s'élever, qui est en train de se battre, qui est en train de donner de la voix pour vraiment se débarrasser de certains préjugés qui se sont collés à la peau de leur maman et de leur grand-mère. Et je vous la concède, mais j'aimerais quand même réagir sur le fait qu'il ne faudrait peut-être pas spécifiquement voir les femmes. Parce qu'il y a un adage chez nous qui nous dit qu'il ne faudrait pas s'en prendre à là où tu es tombé, mais plutôt là où tu as trébuché. Et moi, j'aimerais toujours qu'on puisse aussi voir la cause racine. Pourquoi ces femmes ne sont pas aussi solidaires et ne sont pas aussi féministes qu'on le souhaite, et pourquoi ces femmes continuent à se faire
dompter, à se faire dominer ou à penser qu'elles ne sont valorisées que dans le mariage. Moi, je pense que dans ça, il faut aussi voir l'apport de l'homme. Et je ne pense pas qu'en travaillant seulement avec les femmes qu'on va y arriver. Parce que chez nous, au Mali, la femme, elle est toujours sous l'autorité d'un homme. À la naissance, c'est le papa qui coiffe. Et même quand le papa n'est pas présent parce que c'est la polygamie, son ombre est là. Et quand on dit polygamie, déjà, c'est diviser pour mieux régner. Donc les femmes sont en éternelle compétition et elles sont tout le temps, elles font tout. L'homme même dit, tu n'es satisfait, on ne te valorise pas que quand tu apprends une deuxième femme. Parce que là, tu es pouponné, tes pieds sont massés, tout. Mais bref, ça c'est... Et après, quand on grandit, c'est le mari maintenant. La femme doit respect, obéissance au mari. C'est lui le chef de la famille. C'est ce qui est dans notre code de famille. Mais alors, quand on grandit, c'est le premier fils. Mais Kumba, il faut quand même reconnaître, en tout cas, moi, ce que j'observe, c'est que beaucoup de jeunes femmes mariées arrivent quand même à s'imposer dans ce qu'elles font. Qu'elles soient chefs d'entreprise. Si, Kumba, je pourrais en citer des on va en parler justement de ces chefs d'entreprise. On va parler de ces chefs d'entreprise et je voudrais, Madame Yaré, quand vous regardez aujourd'hui, comment expliquer en 2 mots, parce que j'ai besoin de votre opinion avant que vous ne partiez, le fait qu'il y ait de plus en plus de chefs d'entreprise, mais qu'on ait l'impression toujours qu'il y a ce poids sur les femmes. Est-ce qu'elles sont libres finalement ou pas? Elles sont libres, mais ça dépend de l'éducation. Ce que Kumba a dit, la famille c'est un tout, c'est pas que la femme. En prenant seulement la femme et en agissant dessus, ça va pas marcher. Moi par exemple, mon modèle, la personne qui m'a toujours inspiré, c'est mon père. Mon père qui m'a toujours dit, il m'a toujours protégé. Et quand je devais me marier, je me suis mariée très jeune, à 22 ans, il a fait appeler, juste de façon rapide, il a fait appeler mon mari pour dire, il y a 3 choses que tu ne peux pas faire avec ma fille. Et puis mon mari a demandé quoi? Il dit, tu ne peux pas la taper, tu ne peux pas l'empêcher d'étudier, tu ne peux pas l'empêcher de travailler. Si les 3 conditions ne sont pas réunies, je te propose d'aller chercher une autre femme. Donc c'est quelqu'un que je lui rends hommage partout où je passe. De ce fait, l'apport du papa est aussi très important que la maman. Parce que c'est le papa, finalement tout revient, la décision finale, le rôle du maman c'est constant. C'est dans la vie de tous les jours. Mais quand on arrive à un niveau de décision où quelqu'un doit trancher, c'est le père qui tranche. C'est le père qui tranche. Mais la maman souvent, agit. Il est quand même influencé par la maman agit tout le temps. Elle agit en off. Hein. Je rejoins Aïssata parce que j'ai l'impression que nos filles sont les lionnes. Contrairement à nous. J'ai des nièces, mais elles sont sur tous les fronts. Elles sont dans les débats. Alors qu'à l'époque, mon papa me disait de temps en temps, ah oui, il faut quand même t'occuper de tes études un peu. Mais moi, je ne dirais jamais ça à mes enfants. Elles sont un peu plus libérées. Merci, Maïniaré, d'avoir été des nôtres. J'espère que nous continuerons cette discussion. Adam Diko, la directrice exécutive de l'ACHCAD, l'Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie, nous a rejoint sur ce plateau Femmes leaders du Mali. Bonjour à vous et merci d'être là. Bonjour à vous. Madame Yaré, en partant, rappelait quand même le rôle central de l'homme, qui, au final, était celui qui disait, en dernier ressort, ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, on voit beaucoup de chefs d'entreprise. Dieu merci, des femmes qui sont chefs d'entreprise, qui sont tout à fait libres. Est-ce qu'on peut dire que, dans la bataille que vous avez menée ici, vous commencez à voir le bout du tunnel? Est-ce que ça commence à s'arranger un petit peu? Aïssata? Pour ma petite expérience, je suis la plus âgée sur ce plateau et mon entreprise a démarré en 1995. De 1995 à ce jour, j'en ai beaucoup vu. Et je vous assure que c'est une évolution pratiquement très, très, très encourageante, en tout cas dans le milieu féminin. Aujourd'hui, les femmes ont vraiment du cran, les femmes savent ce qu'elles veulent, les femmes veulent des gros marchés, des sommes énormes à lever au niveau des banques. J'ai été pour un appel d'offres dans un bureau. Et quand je suis arrivée, je me suis adressée au monsieur et je lui ai dit, je suis venue retirer un dossier d'appel d'offres. Il ne me connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Il me regarde et puis me dit, ah non, pour vous c'est fini. J'ai dit, pour moi c'est fini. Oui, pour vous, mais vous êtes venu pour le nettoyage, non? Je dis quoi? Mais parce que c'est écrit sur mon front que moi je. Parce qu'une femme ne peut venir que pour le nettoyage, quoi. Vous voyez, tellement c'est choquant. Ils pensent, peut-être que c'est la société même qui pense que la femme ne peut pas monter. Or, aujourd'hui, la femme prend de l'envol. On a beaucoup de directrices générales. Énormément. Même de banques dans le pays, que ce soit dans le secteur privé ou que ce soit dans le secteur étatique, nous voyons vraiment une ascension des femmes. Mais s'il y a cette ascension, est-ce parce que les hommes ont lâché du lest ou parce qu'elles les ont bousculées? Honnêtement, je pourrais dire encore peut-être que c'est une chance.
de la Providence. Je suis tombée sur un mari. Je sais ce que je dois faire à la maison. Je sais quand est-ce que je dois rentrer. Je sais également, ça c'est ma conviction intime, les limites qu'il ne faut pas dépasser. Parce qu'il me laisse vraiment travailler. Là, Et il m'encourage. C'est la bonne journée pour Abdoulaye Coulibaly. Hein. Vous risquez de faire que les gens vous regardent un peu en se disant, bon, il y a d'autres filles qui risquent de se dire, et si on le prenait celui-là? Non, peut-être que c'est l'âge, je ne sais pas, peut-être que je ne sais pas. En tout cas, il ne m'a jamais opposé de non pour ce qui est de mes activités. Oui, mais ça ne représente pas la majorité quand même. Pas du tout, malheureusement. Voilà ce que j'allais dire. Là, vous parlez de votre cas personnel, exactement. Mais je pense qu'ici... Mais de plus en plus, nous assistons en tout cas à une certaine, si je peux me liberté chez les femmes d'accomplir vraiment leurs activités. Le problème, ce n'est pas toujours le mari. Oui. Il y a aussi des personnes qui sont là. Alors, qui sont ces personnes qui sont autour? Madame Biko. Déjà, je pense qu'il faut comprendre que c'est vrai que nous sommes dans une société où il y a des limites qui sont posées déjà par rapport à l'émancipation de la femme et autres. Mais de plus en plus, ces limites-là s'élèvent tout naturellement. Vous savez, ça se concrétise par quoi? Déjà par la scolarisation des filles. Nous, on peut dire que nous sommes cette génération chanceuse-là où nos parents nous ont laissé aller à l'école. Comparé à l'ancienne génération où les tantes Aïssata peuvent dire qu'elles ont été les privilégiées par rapport à cette génération d'aller à l'école. Donc, le fait que maintenant les jeunes filles partent à l'école, ça aussi, ça impose un changement tout naturel. Donc, il ne s'agit pas d'est-ce que les hommes ont décidé de laisser une partie de leurs droits. Alors, moi, je fais partie de ceux-là qui pensent qu'il ne s'agit pas de soustraire le droit des hommes pour le donner aux femmes, mais il s'agit d'accepter que les femmes ont aussi leurs droits et qu'elles doivent l'exercer. Alors, la donne change dans le cadre c'est-à-dire c'est spécifique par rapport à chaque personne. Et l'environnement est extrêmement important par rapport à l'émancipation d'une jeune fille. Vous savez, les pesanteurs socio-culturels sont tellement importants que si vous n'avez pas un soutien de taille, ça va être très difficile. Je ne dis pas qu'une femme ne peut pas réussir sans pour autant avoir l'accompagnement de sa famille ou de son mari, mais l'accompagnement du mari ou de la famille est extrêmement important pour que la femme puisse prendre confiance en elle-même et affronter et franchir certaines limites. Je prends mon cas avant que je ne sois mariée, parce que depuis toute petite, je suis quand même opposée à tout ce qui est les normes au niveau social. Vous étiez une rebelle d'entrée de jeu, quoi. Oui, carrément. Depuis toute petite, je disais que le conformisme, c'est pour la masse. Je me rappelle quand on me disait de laver les ustensiles de cuisine et que mon frère part chercher de l'eau, je disais non, même dans les tâches, je disais non, mon frère, il peut laver les ustensiles de cuisine et moi, je vais aller chercher de l'eau. Parce que j'étais opposée à ça. Et dans nos classes, quand on disait de désigner un responsable de classe, très généralement, c'est des hommes. C'est comme si c'est une tâche qui devient... Qui était dévolue aux hommes. Voilà. Mais moi, je me proposais toujours être responsable de classe et que l'adjoint soit un homme. Très généralement, le poste d'adjoint même, on disait adjointe, parce que c'est une femme qu'on voyait là. Donc, j'ai toujours été opposée à cela. Et quand j'ai continué, c'est vrai, je participe à des débats et autres, je reçois tellement d'appels, mais des gens même de ma famille qui me disent « Ah, c'est très bien, tu as fait une belle prestation, mais il est temps que tu te maries. Il est temps que tu Donc, te... il y a toujours ça revient toujours. Et j'ai eu la chance de tomber sur un mari qui est quand même, je peux dire, mon meilleur ami. On a fait tout le parcours ensemble. Et son accompagnement, son soutien, ça n'a fait que grandir en moi cette passion de dépasser mes limites, de franchir mes limites et de m'affirmer et d'être ce que je suis. Coulibaly ou quoi? Je pense qu'on est tous à l'école de Tanti Aïssata et de Tonton Abdallah. Alors, moi, j'ai envie de dire, aujourd'hui, votre combat, c'est dans quel sens? C'est de faire qu'on vous libère un peu plus, vous qui êtes dans cet environnement-là aujourd'hui, pour vos entreprises, pour que vous vous réalisiez véritablement aujourd'hui? Ils sont obligés de nous. Ils sont obligés d'aller dans ça. Après, la question se pose, c'est libérer de quoi? C'est libérer de qui? Non, mais puisqu'on dit toujours que vous êtes sous le poids du mari, du poids de la famille. On peut se libérer nous-mêmes, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Et je veux rebondir. D'abord, il nous faut cette école. Parce que, contrairement à ce que peut-être la Tata a dit, il faudrait aussi reconnaître qu'en 21e siècle encore, nous avons un taux d'alphabétisation qui est moins de 40% pour toutes les populations, mais pour les femmes, on est à moins de 22%. Donc ça, c'est un grand problème. S'il y a eu des avancées au niveau primaire, on sait qu'au-delà du primaire, c'est très compliqué, et surtout pour embrasser les STEM. Or, il y a toutes les études qui ont prouvé que quand une femme va à l'école, quand elle s'arrête au niveau bachelor, l'enfant va s'arrêter au niveau master. Quand elle s'arrête au niveau master, l'enfant va s'arrêter au niveau PhD. Donc, c'est très, très important de maintenir les filles à l'école parce que ça va faire que c'est les enfants qu'elles vont avoir. Et quand tu vas à l'école,
Quand tu apprends un talent, tu as un skill, tu as des compétences, parce que la première soumission, c'est la soumission financière. C'est vrai que ça ne règle pas tout. Peut-être, Kumba, les maintenir à l'école, mais beaucoup plus les diriger vers des chronos, comment dirais-je, porteurs, sinon des filières. Pour ne pas ajouter au chômage encore. Exactement. Bien sûr. Non seulement il y a ça, également les diriger vers certaines... Dans le temps, il y avait certaines spécialités qui étaient réservées aux hommes. Les scientifiques. Donc, les diriger vers les sciences aujourd'hui. Les sciences aujourd'hui. Très important. Ça c'est éminemment important. Pour ça, il faut déjà revoir en fait le système même éducatif du Mali. Ça, c'est parce que moi, je proposerais même qu'il y ait des conseils d'orientation dans les écoles, mais aussi il faudrait pouvoir diriger les jeunes filles, les jeunes femmes vers des groupes comme les associations, par exemple, pour leur permettre de développer en fait leur leadership. Parce que si nous sentons à l'aise aujourd'hui de parler des droits de la femme ou de leadership féminin, c'est parce qu'à un moment donné, nous n'avons pas eu que la chance d'aller à l'école. Nous avons eu aussi cette chance-là de militer dans des associations qui nous ont permis en fait de se développer personnellement et d'apprendre que ce n'est pas qu'à l'école. Déjà, par exemple, l'éducation famille-école qui en fait... c'est un peu ce que disait Madame. Exactement. Nous travaillons beaucoup avec les universités, souvent notre réseau. Oui, nous essayons d'approcher les jeunes filles dans les universités, de faire des causeries débats avec les jeunes filles sur comment se comporter, sur comment envisager l'avenir, même sur l'entrepreneuriat. Est-ce qu'elles sont réceptives et est-ce que les parents qui vous voient arriver n'ont pas un peu peur? Si. Elles sont même très motivées aujourd'hui. Elles sont très motivées à militer parce qu'elles voient déjà des cas de succès en fait. Exactement. Elles voient des femmes, par exemple, nous quand on commençait, on avait eu comme idole les Mariam, les Kumbaba, en fait qu'on a toujours... Qui estiment que vous ne vous battez pas assez, mais bon. C'est pour nous motiver à aller encore plus au-delà, pour sortir encore de notre zone de confort. Mais elle sait que nous, notre génération est confrontée à beaucoup plus de pression que leur génération parce que nous avons d'autres défis, surtout comme je l'ai dit, les réseaux sociaux qui ne nous lâchent pas du tout. Et encore la pression entre famille, école et boulot. Mais ce qu'elle a dit est très important. Vous savez, ce n'est pas que la scolarisation des filles qui est importante, mais il faut surtout le maintien des filles à l'école. Parce qu'on ne peut pas, par exemple, on ne peut pas aussi dire par exemple, qu'il faut des femmes politiques, il faut des femmes ministres, alors qu'elles n'ont pas assez de background pour pouvoir assumer ces postes-là. Je veux quand même dire quelque chose parce que cette radio est très, très écoutée. Quand on parle de l'école, beaucoup de gens pensent que voici pourquoi nous ne voulons pas justement envoyer nos filles à l'école. Parce que tous les jours, l'argument est il faut amener les filles à l'école pour qu'elles puissent être autonomes, pour qu'elles puissent être émancipées. Et ce n'est pas ça. Mais il faut qu'un être humain, une personne, ait des connaissances et un savoir-faire et un savoir-vivre. C'est important parce que dans le milieu traditionnel africain, il n'y avait pas peut-être l'instruction classique, mais il y a toujours eu des systèmes d'école où les gens étaient formés et savaient faire quelque chose de leurs mains et de leur esprit. C'était un autre modèle. C'était un autre modèle. Mais ce modèle-là n'existant plus, on est obligé de se rabattre sur l'instruction. Parce qu'aujourd'hui, on est en train d'être élevés comme des animaux et des bêtes. Et c'est pour ça que même si tu as des fois des compétences, tu n'es pas très solide dans ta tête. Parce que toutes les femmes instruites, et j'en connais des femmes ministres qui ont eu des couvre-feux. Et quand elles n'ont pas eu à respecter le couvre-feu en tant que ministre, elles ont passé la nuit dans la cuisine. Ah oui. Et ça, c'est une réalité de Bamako. Ah oui. Ah oui. Oui. Et j'en connais des femmes ministres qui elles ont l'heure pour elles les revenir. connaissent même peut-être la tata. Puis il y a une fois, une des femmes ministres nous a dit vous ne savez pas, quand moi je dois voyager, quand j'ai une mission, depuis une semaine, je commence à négocier ma mission. Donc, ce n'est pas aussi le fait d'aller à l'école seulement. Et à une femme dit beaucoup de choses. Je veux pas quand minimiser. une femme devient financièrement autonome, ça ajoute beaucoup plus de risques sur les violences émotionnelles et psychiques. Mais je ne veux pas minimiser, mais il y a aussi des hommes ministres qui ont des couvre-feux, hein, soit dit au passage, c'est un détail. Oui, mais ça c'est pour autre chose. On n'en parle jamais. Ça c'est pour autre chose, parce que vous restez au boulot, c'est pas le premier boulot. Non, quand il va en mission, il négocie aussi. Hein. Il négocie. Il doit négocier parce qu'on connaît aussi vos missions, là, comment ça oui, ben, on connaît les missions des femmes aussi, hein, quelquefois. Mais bon, revenons à des choses plus... Alors, dans quel domaine elles doivent aujourd'hui se tourner le plus les femmes, puisque là on voit le développement, on voit des femmes chefs d'entreprise. Quel est le domaine où vous les encouragez à aller aujourd'hui? Moi je pense qu'il n'y a pas un domaine qui est réservé aux femmes. Non, je veux dire dans lequel elles s'épanouiraient et où il manque de femmes aujourd'hui. Participation citoyenne. Alors moi je pense que les femmes aujourd'hui sont en train d'évoluer dans tous les domaines.
Et les domaines sur lesquels où on entend beaucoup plus les femmes, peut-être ça c'est le domaine scientifique, ça c'est le domaine politique, surtout leur participation à la vie politique, à la vie de la nation, c'est là où c'est très important. Parce qu'on le dit très souvent, il est très difficile, voire impossible de raser la tête de quelqu'un en son absence. Donc les femmes doivent être associées à la table de discussion, pas en tant que bénéficiaires, mais en tant que partie prenante, en tant qu'acteur de mise en œuvre, en tant qu'acteur qui doit évaluer ces politiques-là. Donc aujourd'hui, c'est là où les femmes sont entendues. Mais là, ça devient compliqué sur le plan politique, d'autant plus que quand on regarde un peu l'architecture politique au sein des partis politiques, c'est vrai, il y a une avancée à travers la loi 052 qui oblige les partis politiques à aller vers une représentativité des femmes à 30%, mais nous voyons un peu comment cette loi n'est pas effective sur le terrain. Cette loi 052, elle est même pour l'autonomisation de la femme. Oui, mais cependant, elle est très timide. Et très timide dans la mise en œuvre. Je pense que pour toutes les autres lois, en fait, nous sommes connus pour être un pays où il y a beaucoup de textes, mais la mise en œuvre pose problème. Aujourd'hui, il faut favoriser la mise en œuvre de ces textes-là. Et surtout, je pense que la sensibilisation doit continuer pour dire que quand on parle des droits des femmes, il ne s'agit pas d'extraire un certain nombre de droits des hommes pour les confier aux femmes. Je pense que nous devrons être dans une sorte de complémentarité, de partenariat et non de confrontation où ça revient aux hommes, ça revient à la femme. Je pense que nous sommes dans une société où cette société ne pourra jamais se développer tant que la moitié est mise de côté. Et même plus de la moitié. Et ça, une fois, le jour où ça va être compris, ça va aller. Et encore une fois, nous, notre génération, on n'est pas très dans tout ce qui est, il faut négocier les droits. Parce que pour nous, un droit n'est plus à négocier. C'est à nous, on se lève, on le défend. Si on ne le donne pas, on l'arrache. Et aujourd'hui, c'est ça. Au point de vue droit, au point de vue loi, peut-être qu'on ne peut pas négocier, mais peut-être dans le couple, où il y a certaines choses qu'on peut intelligemment négocier pour qu'on te donne suffisamment de latitude pour. Et pour revenir un peu à ce que Adam a dit, oui, je suis d'accord, aujourd'hui, il faut se battre pour qu'il y ait beaucoup plus de femmes dans la politique. Oui, je suis d'accord, il faut qu'on se batte pour que des femmes puissent avoir un certain niveau. Donc, il faut travailler sur l'éducation et sur l'autonomisation financière. Parce que tout le monde sait qu'en politique, si tu n'as pas un franc dans ta poche, c'est difficile d'avancer. De s'y lancer. Extrêmement difficile. C'est pourquoi une fois, il y a eu un programme avec des partenaires qui voulaient aider les femmes dans la politique. J'ai dit, mais avant d'aider les femmes dans la politique, aidez-les à être autonomes. Parce que financièrement, même si vous les aidez à être, je ne sais pas, politiciennes, si elles n'ont pas de quoi travailler entre guillemets, elles ne pourront jamais décoller. Donc tout ça va de pair. Moi, je dirais qu'il n'y a pas de domaine fétiche où la femme doit être. Non. S'il n'y a pas de domaine fétiche où l'homme masculin doit être. Je pense que nous sommes des individus, nous sommes des citoyens, nous sommes des personnes. Et là où notre passion nous dirige, c'est là où on devait être. Parce que si on n'aime pas quelque chose, on ne va jamais exceller. Et vraiment, ça, c'est un appel que j'aimerais lancer à nos parents, parce qu'en tant qu'Africains, il y a certains secteurs où on pense d'emblée que... C'est réservé aux hommes. Même pas aux hommes d'abord. Avec le système de caste sociale et tout, on pense que ce n'est pas des métiers nobles. Et ça, l'Africain, parce qu'on sait aujourd'hui que la créativité est la source de tout savoir. Donc, laissons nos enfants être créatifs. Si déjà, à bas âge, la fille veut dessiner, ou elle veut danser, ou elle veut chanter, ou le garçon veut cuisiner, laissons nos enfants être créatifs. Je pense que ce blocage-là aussi fait qu'en Afrique, on tue beaucoup de notre savoir-être et savoir-faire dans l'œuf. Donc, je dirais cela. Et après, il n'y a pas de métier femme, il n'y a pas de métier homme. Non, si je il n'y a fais que la des métiers réflexion, nobles. c'était parce que vous avez dit dans le domaine scientifique qu'on ne les rencontre pas beaucoup. Oui, tout à fait. Et que c'était important qu'il y ait quand même un peu plus dans le... Oui, les STEM, la politique, très important. Exact. Est-ce que vous trouvez anormal ou normal le fait que certains se battent pour qu'il y ait des institutions ou des textes qui fassent qu'on vous accorde un peu plus de crédit, que les banques soient un peu plus... C'est une correction. C'est une injustice corrigée. C'est pour cela en anglais on dit affirmative action. Mais quand on le traduit en anglais, ce n'est pas de discrimination positive. C'est un tort qui est causé à la femme depuis. C'est pour cela même la loi 052, elle est en contradiction avec tous les textes que le Mali a signés par rapport à la parité absolue. Donc ceux qui pensent que c'est vraiment des faveurs, ce n'est pas des faveurs, c'est des injustices parce qu'on n'a pas le même niveau de départ. Dans le monde entier, on voit quand même qu'il y a des programmes qui sont là pour accompagner les femmes. Parce qu'il faut reconnaître que les femmes, et quelqu'un l'a dit sur le plateau, elles sont beaucoup plus impliquées dans le quotidien donc, de l'enfant, de la famille. Donc, elles n'ont pas tellement le temps de faire ça. Et donc, obligatoirement, il faut les accompagner. Il y a des tares, il y a des difficultés, il y a des appuis qu'il faut faire pour
appuyer ces femmes-là afin qu'elles puissent avoir un même niveau ou des niveaux supérieurs aux hommes. Même aussi que ce sont en fait des systèmes de motivation des femmes. Parce que vous allez trouver des femmes qui ont des potentiels extraordinaires, mais qui n'arrivent pas à les exprimer parce que tout simplement, elles n'ont pas confiance en elles-mêmes. Mais quand il y a des initiatives comme ça qui les soutiennent, qui les motivent, ça ne fait que les faire venir en fait aux initiatives et surtout à prendre confiance sur elles-mêmes et voilà, et c'est dire qu'il y a cette opportunité et qu'il faut saisir. Il y a beaucoup de femmes qui viennent nous voir, par exemple, elles nous disent je veux être chef d'entreprise, mais dites-moi ce que je dois faire. J'ai dit non, madame, je ne peux pas te dire ça. Parce que moi, je fais les mangues. Je ne peux pas te dire de faire les mangues. Peut-être que tu n'as pas les mêmes études. Dis-moi ce que tu veux faire. Qu'est-ce que tu peux faire? Mais je te préviens, ne me dis pas 10 choses en même temps. On va commencer par une chose que tu vas bien maîtriser. Quand tu l'auras bien maîtrisée, tu passeras à un autre. Donc, c'est petit à petit. J'allais revenir effectivement sur ça pour dire que le cadre législatif est extrêmement important qui favorise cette participation, cette émancipation des femmes. Mais l'autre chose aussi, il ne faut pas qu'être femme soit conçu comme une compétence, parce que ça n'est pas. Être jeune aussi n'est pas une compétence. Donc, on va renforcer aussi la participation, mais aussi la conscientisation des femmes par rapport à développer elles-mêmes leur potentiel. Parce que souvent, je vois un mal une femme qui vient dans le rang pour dire laissez-moi passer parce que je suis une femme. Oui. Après, là, c'est comme si nous-mêmes, on est en train de creuser encore cette inégalité. Voilà. Quand une femme me dit je voudrais aller négocier 50 millions à la banque, mais est-ce que vous ne pouvez pas demander à la banque de me faire des taux de... J'ai dit non, tu ne peux pas aller à la banque. C'est très passionnant et on resterait longtemps avec vous. Tu ne peux pas aller à la banque demander 50 millions et parce que tu es une femme qu'on te donne... Qu'on va accorder les 50 millions. Il faut bien pouvoir... Il faut beaucoup de cran. Il faut beaucoup de cran. Il faut beaucoup de cran pour arriver. Il ne faut pas avoir peur aux yeux, il faut foncer. Et puis, il faut bien préparer son projet. Merci en tout cas. Je ne peux malheureusement pas étendre le temps. Je serais bien resté avec vous pour en discuter toute la soirée. Merci et puis bon courage dans votre bataille, puisque je pense que vous faites des avancées réelles. Le débat africain consacré au leadership féminin au Mali, c'est terminé. Rendez-vous dans un autre pays pour voir ce qu'elles pensent là-bas, les femmes. On doit les entendre, on doit les écouter et comprendre leur point de vue. Le débat africain, c'est terminé pour aujourd'hui. La réalisation de ce magazine était assurée par Sébastien Faye, Olivier Raoul, Delphine Michaud et Alain Foucault. Nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour un autre débat africain. À très vite.